Nous débutons ensemble une nouvelle semaine du Book Club et un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont interagi avec nous sur le compte Instagram du Club de lecture de France Culture durant tout le week-end. Ce midi, nous nous plongeons ensemble dans la littérature jeunesse, celle que l'on choisit pour nos enfants, celle qui nous a marqués quand nous étions nous-mêmes de jeunes lecteurs et de jeunes lectrices. Alors, quelle place prend l'illustration dans nos mémoires? Peut-on aborder tous les thèmes dans les livres jeunesse? Et qu'apporte l'illustration? On en parle avec nos invités jusqu'à 13h30 et avec toute la communauté du Book Club. L'album de ma jeunesse n'a jamais quitté ma bibliothèque. Comme l'intérieur d'une pierre précieuse. Cette pauvre poupée qui fond au soleil. Elle entendit de drôles de craquements tout près d'elle. Et Ernestine, qui était si malheureuse à la page précédente, peut à nouveau s'occuper de son pingouin Siméon. Et moi, j'ai eu la momie de Raskar Kapak. Et c'est ça qui m'a accrochée. France Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau. Il y a du monde ce midi. Clémence, Anne-Laure, Noémie, Chloé, Tifel, la communauté du Book Club, donc mobilisée pour nous parler de leurs souvenirs jeunesse. Bonjour Marine Schneider. Bonjour. Vous êtes autrice, illustratrice, vous êtes belge et vous vivez et travaillez à Bruxelles. Merci d'être venu jusqu'à nous. Vous nous faites voyager, nous les plus âgés, mais aussi les plus jeunes lecteurs, dès l'âge de 6 ans, grâce à cet album poétique Éclat et Laki aux éditions Albin Michel Jeunesse. C'est un voyage en Islande au milieu des volcans et à la rencontre de deux personnages, récits initiatiques dans lequel on va se plonger ensemble, salués par la profession d'ailleurs, puisque vous avez reçu la Pépite d'Or 2022 au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil. Vous dites, dès l'âge de 5 ans, vous avez affirmé avec détermination que plus grande, vous feriez des livres pour enfants. Alors, est-ce que c'est une fable ou est-ce que c'est la réalité? Dès 5 ans déjà, vous saviez? Alors moi, je ne m'en souviens pas, mais j'ai récemment demandé à ma maman qui m'a dit que c'est la vérité. Apparemment, j'ai dit que je voulais faire des livres pour les enfants. Je ne savais pas encore comment ça s'appelait. Et je pense que dans ma tête, c'était plutôt au niveau du dessin. Parce que je dessinais beaucoup. Mon papa était peintre aussi, enfin est toujours d'ailleurs peintre. Il avait son atelier dans notre garage et j'adorais aller l'observer et sentir l'odeur de la peinture à l'huile. Et je me disais, un jour, j'ai envie de faire pareil. Sauf que je pensais déjà aussi en termes de narration, je crois. Et j'avais tellement d'histoires dans ma tête que je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse mon métier. Après, j'ai changé d'avis énormément, mais ça a toujours gravité un peu autour des enfants. Donc voilà. Qu'est-ce que vous lisiez à l'époque? Vous vous en souvenez ou pas? Moi, j'ai un souvenir de lecture très fort, mais je pense comme beaucoup d'autres enfants, c'est Les Trois Brigands de Tom Ungerer. Et en fait, on habitait pas loin d'une maison où il y avait un toit en forme de chapeau de brigand. 3 toits d'ailleurs en forme de chapeau de brigand. Et ma maman nous disait ça, c'est la maison des Trois Brigands. Et ça m'impressionnait beaucoup. À la fois, j'étais super attirée par ce bâtiment et à la fois, j'en avais quand même un peu peur. Et voilà, c'est vraiment un livre qui a marqué mon enfance et qui est toujours très présent aussi dans mon esprit quand je crée aujourd'hui. C'est l'un des titres qui est revenu aussi auprès de la communauté du Book Club sur notre compte Instagram. Alors pour réfléchir avec nous sur les liens entre la narration et l'illustration dans cette littérature jeunesse, nous avons convié Nadja. Bonjour. Bonjour. Autrice, illustratrice également de livres pour enfants et de bandes dessinées. Et vous avez marqué des générations de jeunes lecteurs avec votre célèbre Chien bleu. Le voici, je l'ai dans la main, publié à l'école des loisirs, prix totem du Salon du Livre de Jeunesse en 1989. Comment vous êtes arrivé à la littérature pour enfants? Est-ce que c'est dû à votre parcours scolaire un peu atypique, c'est-à-dire que vous n'avez pas été à l'école jusqu'à l'âge de 13 ans, vous avez reçu des cours par correspondance et vous avez surtout reçu les histoires racontées et dessinées par votre maman? Oui, ça paraissait assez naturel d'écrire des histoires et de faire des dessins qui allaient avec quand on était... parce que j'ai 2 frères et une sœur. Quand on était petit, on faisait ça quotidiennement. Mais j'en ai fait un métier seulement vers 35 ans. Parce que je voulais être peintre, en fait. Je ne pensais pas du tout faire des livres pour enfants. Et je l'ai fait, les circonstances ont fait que on m'a dit mais pourquoi Enfin, c'était une façon de gagner ma vie et j'aimais toujours quand même raconter des histoires et les illustrer pour moi. Donc c'était très bien. C'est amusant, dans vos 2 parcours, dans vos 2 histoires, il y a beaucoup d'influence des parents. C'est les parents qui mettent, pas le pied à l'étrier, mais le pinceau ou le crayon dans la main. C'est étonnant de se dire ça.
En tout cas, moi je sais que mes parents faisaient très attention à nous raconter des histoires. On était entourés de livres et ça déjà, je crois que c'est déjà un pied. J'avais déjà un pied dedans parce que je voyais tous ces livres aussi, ces romans que mon père dévorait. Puis on habitait un peu, moi j'habite à Bruxelles, on habitait un peu en dehors et une fois par mois on allait à la librairie à Bruxelles et ça c'était vraiment moi, c'est ce que je préférais quoi. Et on avait le droit, mes sœurs et moi, de choisir 1, 2, 3 livres et c'était vraiment la grande expédition. Puis on les ramenait et ça constituait notre bibliothèque comme ça. Mais je pense que c'est aussi le fait de voir mes parents non seulement dessiner, peindre, mais aussi lire énormément. Elle entendit de drôles de craquements, tout près d'elle. Elle se mit à courir, mais les bruits se rapprochèrent. Il faisait sombre, elle ne voyait pas les pierres sur le chemin et buta contre l'une d'elles. Elle tomba de tout son long. Terrifiée, elle vit une immense silhouette se précipiter sur elle. Lorsque l'animal fut tout près, Charlotte poussa un cri de surprise. C'était Chien Bleu qui l'avait suivi à la trace et retrouvé dans la forêt. Elle l'enlaça de toutes ses forces. Si je ne devais garder qu'un seul album de mon enfance, ce serait celui-ci. L'amitié de ce drôle de protagoniste à 4 pattes m'a fait rêver petite et continue de trotter dans la tête des plus jeunes. D'ailleurs, l'album de ma jeunesse n'a jamais quitté ma bibliothèque. C'est la puissance des illustrations qui m'ont surtout marquée. Les nombreuses références artistiques empruntées par Nadja nous transportent dans un univers fantastique et énigmatique. À chaque nouvelle lecture, on peut trouver un nouveau détail ou une nouvelle interprétation. En parallèle, le fort attachement du chien et de la petite fille ne peut pas laisser un enfant indifférent. On peut y voir un récit initiatique ou juste le lien de loyauté entre un animal et son maître. Mais quoi qu'il en soit, Nadja se sert autant de sa plume que de son crayon, avec un style très expressif qui fait le charme de cet album. Les aplats de couleurs, le regard de Chien Bleu ou les sentiments qui se dégagent de la petite Charlotte plongent les petits autant que les plus grands dans ce monde onirique. Lorsque je vois mon fils absorbé par l'histoire, serrant fort sa peluche Chien Bleu dans ses bras, je suis persuadée que ce grand classique de la littérature jeunesse va encore faire rêver ou frissonner plusieurs générations d'enfants. Nadja, pourquoi ne pas avoir raconté d'autres aventures de Charlotte, comme vous avez pu le faire pour Ninou ou Momo ? Eh ben, c'est ce que je vais faire bientôt, justement. Ah Racontez-nous. Plutôt des aventures de... Parce que je trouve qu'elle est inséparable de l'histoire de Chien Bleu. C'est la rencontre qui est le sujet du livre. Ça vous surprend encore plusieurs années après que ce livre reste un classique, qu'il est encore transmis, on vient de l'entendre avec Clémence, à ses propres enfants. Oui, ça me touche beaucoup, ça. Ouais. Comment ça s'explique, selon vous ? Qu'est-ce qui fait que dans ce livre, il y ait quelque chose presque d'universel, d'intemporel ? Pour moi, c'est une histoire d'amour dont on a tous besoin, en fait. Enfin, pas du livre, mais de l'amour. De l'amour. Et je pense que... Et moi-même, j'étais vraiment entièrement dedans, avec les personnages, avec l'histoire, et ce sentiment amoureux qui est à la fois fort et triste et gai. Enfin, donc je pense que c'est la présence de quelqu'un dans son... au moment où il fait quelque chose... si la présence est forte au moment de faire un livre, je pense que ça se ressent. Qu'est-ce que vous allez raconter ? Quelle est la suite alors si vous ne pouvez pas nous dire encore ? Ah non. Ah, c'est dur. Mystère. En tout cas, il y a dans cette histoire quelque chose pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Charlotte, donc, qui rencontre ce chien bleu, qui n'est pas vraiment le bienvenu, jusqu'au moment où Charlotte se perd dans la forêt et il y a cette rencontre, cette aide venue de ce chien bleu. Vous avez parlé d'amour, c'est aussi de l'amitié dans ce livre. Ce sont des thématiques qui parlent aux plus jeunes, aux enfants et aux jeunes garçons et aux jeunes filles que l'on est et que l'on a été. Oui, je pense que c'est une chose qui est... c'est aussi le sentiment de ne pas être seul. Ça, je crois que c'est plus fort que beaucoup de choses. Enfin, Et pour ne pas être seul, oui. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de ce jeu qui est adapté de votre histoire et qui vient d'être publié par Playback, l'école des loisirs, un jeu de mémoire. C'est intéressant aussi pour aider Charlotte à retrouver son chemin dans cette forêt. Et la mémoire aussi intéressante parce que c'est évidemment cette histoire et ces liens très forts entre les deux personnages qui restent dans la mémoire de ceux qui l'ont lu il y a plusieurs années aussi. C'est amusant ça ? Oui, ça me fait marrer. J'aime bien parce que c'est...
j'estime qu'une histoire, c'est comme un chemin. Donc là, en effet, c'est un chemin avec des objets concrets pour raconter ce chemin. C'est amusant. Et d'ailleurs, Clémence disait que son fils avait aussi la peluche du chien bleu. Donc c'est vraiment quelque chose qui marque et qui a marqué donc des lecteurs et des lectrices. Ce qui est aussi très commun, c'est un des points communs entre toutes les deux, c'est ces ambiances que vous arrivez à créer. Vos deux livres sont deux grands formats, si je peux le dire ainsi, de deux grands livres, avec la place de mettre de l'illustration au cœur de ces doubles pages. Comment avez-vous travaillé, Nadja, d'abord pour dessiner, peindre ces doubles pages dans Chien bleu? Vous voulez dire quelle intention ou quelle technique? L'intention d'abord. Pourquoi utiliser toute la page? Qu'est-ce que ça apporte d'avoir un format si grand? C'est une façon de rentrer dans l'univers comme quand on regarde un film et que l'écran est plus grand que soi. Par rapport à un enfant, ça représente à peu près ce rapport de la personne à l'image. Et là, et ça permet aussi, au point de vue du dessin, d'être ample, d'avoir une espèce de vision comme ça, d'ensemble. Marine Schneider, vous avez la même démarche, vous aussi, ce format. J'imagine que vous le décidez avant avec votre éditeur, quel va être le format, ou vous adaptez ensuite une fois que les dessins ont été faits? Non, j'ai proposé en fait, parce que pour moi c'était vraiment important qu'on puisse se plonger dans les dessins et qu'on puisse être face à ces paysages comme par exemple en Islande ou dans d'autres pays où il y a une place importante pour la nature, une espèce de paysage très vaste comme ça où on peut se plonger. J'avais envie de retrouver la même ambiance dans mes dessins, donc j'ai proposé à l'éditeur qui était d'accord, mais c'est quelque chose qui se décide en amont. J'ai un autre livre qui s'appelle Tu t'appelleras lapin, qui est beaucoup plus petit, parce que moi j'avais envie que ce soit un livre qui puisse être lu sous la couette, avec une lampe de poche par les enfants, donc quelque chose de beaucoup plus intime. Donc oui, c'est quand même une réflexion qui se fait en amont et qui est importante. Là, on se plonge dans vos univers, dans cette forêt. Nadja, par exemple, dans La petite fille du livre, là aussi, très grand format, des pages entières où on se plonge avec cette petite fille dans cette forêt qui est terrifiante. C'est aussi ça, l'intérêt physiquement pour l'enfant de se plonger dans l'histoire. Oui, et je trouve ça important de ne pas avoir trop de recul quand on regarde des tableaux, c'est-à-dire que le recul implique la distance mentale. Alors que là, c'est du direct. Alors vous nous faites évidemment voyager aussi avec ces livres, même nous en tant qu'adultes. Et c'est ce que nous a confié Chloé, qui a lu Éclat et Laki. Marine Schneider, je vous propose d'écouter. J'ai découvert le travail de Marine Schneider à la suite de mon voyage en Islande. Complètement nostalgique des paysages et du calme ressenti sur place, j'ai cherché des livres qui me permettraient de prolonger l'excursion. C'est comme ça que je suis tombée sur Éclat et Laki. Je me suis d'abord laissée bercer par l'imagerie unique de Marine Schneider à travers ses illustrations lâchées, chatoyantes, vibrantes d'une énergie qui leur est propre et surtout d'une grande sensibilité. Mais c'est en prêtant une plus grande attention au texte que j'ai été emportée. En fait, Marine Schneider, elle a un don pour conter les histoires, tant dans la narration visuelle que dans l'écrit. Et c'est ça qui m'a accrochée. La corrélation du texte et de l'image est si forte dans cet album que j'ai été émue. Je crois que c'est quelque chose que je cherche dans mes lectures graphiques et j'ai rarement été touchée de la sorte. Je ne suis toujours pas certaine d'avoir saisi toutes les subtilités de la narration portée par Marine Schneider dans cet album, mais en vérité, c'est ce qui en fait sa force. Éclat et Laki est un album dans lequel on veut retourner et s'attarder. Pour conclure cette petite note élogieuse, je m'adresse directement à vous, Marine Schneider. J'aimerais savoir comment envisagez-vous la relation entre écriture et illustration dans votre travail ? Alors, moi j'ai aussi une pratique d'illustratrice de textes d'autres auteurs, mais je trouve que quand je fais les deux, ça me permet de créer... pour moi, le rapport entre le texte et l'image, il est important parce qu'il se passe des choses entre aussi. Donc, on peut laisser beaucoup plus, selon moi, de mystère et peut-être aussi de choses auxquelles moi, je n'ai même pas les réponses, en fait. Donc, elle parle de subtilité de la narration. En fait, parfois, je me rends compte que moi non plus, je n'ai pas toutes les réponses aux questions qu'on me pose. Je laisse beaucoup planer comme
comme ça, un espèce de mystère, parce que je fonctionne beaucoup à l'intuition. Donc quand j'écris mes images et quand j'écris mes images, oui. Joli lapsus. Voilà, très joli lapsus. Quand j'écris mes textes et que je fais mes images, je me laisse beaucoup porter par une espèce d'intuition et je lâche prise, on va dire. Et il se passe des choses, en fait. Donc, par exemple, Éclat, ce petit être qui est humain, mais pas trop, a un espèce de capuchon ou une petite flamme sur la tête. Et en fait, c'est seulement à la fin que j'ai appris que Éclat, en islandais, ça voulait dire capuchon. Donc, c'est un peu comme s'il était obligé d'avoir cette forme-là. Je sais pas, c'est un truc un peu magique qui se passe. Et ça, je trouve que le fait de créer de A à Z, on va dire, avec texte et image, permet ça. Il y a quelques surprises dont vous n'êtes pas responsable. Mais voilà, c'est comme si j'étais un peu le canal qui permet... Enfin, voilà. Nadia, justement, vous, comment vous travaillez? Vous pensez d'abord le récit, l'histoire, le texte, et ensuite les illustrations, ou alors les deux viennent en même temps, ou alors l'illustration d'abord prime sur le reste? Comment vous imaginez? Ça dépend, je peux avoir envie d'un univers. Par exemple, j'avais fait un livre sur le rocher de Vincennes avec les petits singes qui s'appelait Tiens bon dis non. Et parce que j'étais obsédée par le fait de peindre ce rocher, et tous ces petits personnages me font toujours penser à des tas d'histoires et tout. Donc c'est parti plutôt de l'univers entier. On peut dire que quand une histoire apparaît, c'est assez vague et que je la cerne au fur et à mesure que je travaille dessus. Et je travaille dessus beaucoup avec les images. C'est-à-dire que les images me donnent des idées de textes, de dialogues, etc. Enfin, des images que vous avez vues? Non, le fait de dessiner. Le fait de dessiner. Le fait de dessiner, c'est comme si je donnais vie à mes personnages et à mon... Donc, ce sont eux, assez rapidement, qui me disent des choses plutôt que... Il y a des surprises là aussi. Ouais. J'ai cru comprendre dans la façon avec laquelle vous créez. Il y a évidemment aussi la question du langage, du texte, de ce qu'on écrit quand on s'adresse à un public très jeune. Marine Schneider, parfois vous dites que vos livres, ils sont un peu difficiles ou détonnants, en tout cas, dans la façon d'être lus par des jeunes. Ça veut dire que vous n'avez pas peur de mettre un peu de difficulté aussi dans votre roman? Il ne faut pas que tout soit trop simple, même si on parle à des enfants. Oui, déjà, moi, je n'ai pas l'impression... Enfin, je ne dis jamais que je fais des livres pour les enfants. Je fais des albums et voilà, il s'avère qu'ils s'adressent aux enfants, mais j'espère aussi aux adultes. Et je pense que déjà, au niveau des sujets, je ne me retiens pas de raconter quoi que ce soit. Et aussi au niveau du langage que j'utilise, parce que moi, j'adore les mots. Et j'adore quand ça sonne bien et quand ça coule dans la bouche. Et donc, par exemple, à un moment au début de l'album, je parle des samarres d'un érable sycomore. Et donc, déjà, dans cette petite phrase-là, il y a déjà 2 mots. À mon avis, les enfants doivent se dire mais qu'est-ce que c'est? Et même parfois certains adultes. C'est vrai. Moi d'ailleurs, les samarres, par exemple, les hélicoptères qui tombent des arbres, je ne savais pas que ça s'appelait des samarres. Je l'ai appris aussi grâce à Éclat et Laki. Et ça, j'aime beaucoup en fait. Déjà parce que c'est un plaisir de prononcer ces mots à voix haute, vu que je fais des albums qui, j'espère, vont être lus, racontés à voix haute. Donc ça doit bien sonner dans la bouche. Et puis aussi, si en plus on peut apprendre des choses, c'est merveilleux. Nadia, c'est des questions que vous vous posez aussi. Comment vont résonner les textes dans la voix peut-être de l'adulte qui va lire aux enfants? Oui, moi je pense toujours que... évidemment que j'aimerais que... Enfin, ça s'adresse à qui le capte. Mais je trouve... On parle aux enfants de sujets qui les intéressent plus ou moins. Je veux dire, je ne vais pas commencer à raconter mes histoires de cul ou de troubles psychologiques à des enfants qui ne sont pas capables de les recevoir. Donc, il y a quand même une différence de sujet, surtout que on en parlait tout à l'heure, moi, je fais des livres pour adultes. Donc, je peux employer mon envie de discuter entre adultes à travers les bandes dessinées que je fais pour adultes. Et pour enfants, non pas que j'emploie pas de langage spécialement pour les enfants, quoique je suis un peu comme...
C'est un jeu, en fait, je trouve. Quand on lit une histoire à un enfant, on lui dit... c'est un jeu partagé. On lui dit, viens, je t'emmène du côté des fées. Et même de prendre une voix spéciale, etc. Quand on la raconte, ça fait partie du plaisir. Donc, les enfants sont toujours d'accord pour jouer, de toute façon. Donc, et dans tous les contes de fées que j'adorais quand j'étais petite et tout, j'adorais la phrase « Il était une fois, il y a fort longtemps », etc., qui permettait de rentrer dans le jeu. Et j'emploie pas cette formulation exacte, mais je suis consciente du fait que je raconte quelque chose à un enfant. Et quand je raconte vraiment, directement des trucs à un enfant, c'est presque une façon d'être un peu... enfin, d'avoir un peu de recul, d'être un peu en distance, d'être un peu légèrement humoristique, de dire... il y avait une petite fille qui ne croyait pas du tout au Père Noël, par exemple. Je commence comme ça. Et quand je vois que ça allume quelque chose... Ça fait réagir les enfants. Ça fait réagir les enfs. Voilà, c'est aussi c'est un truc... je trouve que c'est très proche du conte oral, les livres pour enfants. Oui, moi j'aime beaucoup l'idée d'accompagnement. Parce que je pense que par exemple, je ne laisserai pas Ekla et Laki avec un enfant de 5 ans sans, en lui disant voilà, tiens le livre, fais ta vie, lis-le. Parce que ça va faire émerger des questionnements. Et je pense que ça, j'aime bien en fait, le fait que ça puisse faire émerger une discussion avec un adulte ou avec un autre enfant d'ailleurs, de ce qu'ils ont compris. Et en fait, ils ne vont pas comprendre la même chose et c'est très bien en fait de laisser aussi cet espace-là. Peut-être une double lecture et du coup l'idée aussi d'y revenir plus tard et de découvrir à chaque fois des nouvelles choses, des nouvelles idées qu'on n'avait pas vues la première fois. C'est aussi un livre, Ekla et Laki, si vous nous racontez en quelques mots l'histoire, mais une histoire un livre qui parle de deuil, de la perte d'une figure rassurante, de l'absence, de la solitude. On en disait un mot tout à l'heure. C'est pas évident d'aborder ces thématiques-là pour un public plus jeune. Est-ce que justement là les dessins vous aident? En tout cas, c'était important pour moi qu'Ekla soit vraiment un enfant. Donc, il ait beaucoup de caractéristiques qui sont propres à l'enfance. Il est vivant, il est chaleureux, il joue, il ose, il désobéit. Et ça, c'était important. Et puis aussi qu'il y ait cette figure au départ assez distante de Laki, mais finalement qui va créer un lien très très fort et rassurante aussi, du coup. C'était important aussi pour que Ekla ne se sente pas seule et en fait qu'on arrive finalement à la résolution, à la fin de la première partie où en effet Laki meurt, qui fait partie de la vie en fait, mais d'une façon légère et douce et qu'Ekla ait toutes les clés en main pour continuer et voilà. Double page très poétique. Hein. La mort de Laki est vraiment très belle. Alors, c'est pas le bon terme, mais évidemment, c'est fait de manière très, très douce, très, très subtile. Laki, c'est quoi, un gros monstre, un titan bleu? Oui, en fait, Laki, moi, je me pose souvent des questions. Donc, Laki habite dans un cratère, dans une cabane, tout seul, avec un grand lac. Et je me pose souvent des questions, par exemple, sur l'enfance de Laki, ou qui était Laki avant d'être dans ce cratère. Est-ce qu'il a toujours été là? Et ça, c'est un peu les mystères dont je parlais. Je ne sais pas. En fait, j'ai pas les réponses. Mais il est mystérieux, Laki, parce qu'il est très, très grand. Il a de très grandes mains. Je dirais pas que c'est un monstre. Je dirais que c'est aussi humain, mais pas tout à fait, en fait. Un peu comme Ekla. Ce qui est amusant, et ça nous a fait, évidemment, ça nous a sauté aux yeux un tout petit peu, c'est les deux personnages qui sont un peu effrayants. Au début, Laki, ce titan bleu, en quelque sorte, et ce chien bleu qui, lui aussi, est démesuré quand on est le petit personnage de Charlotte. Deux figures d'un personnage rassurant dans les deux cas. C'est important qu'il y ait, même quand on va sur le terrain de la peur, pour les plus jeunes, un personnage qui est là pour les rassurer, pour les entourer, pour les envelopper. Nadja. Oui, et ça fait partie aussi peut-être des fantasmes féminins. Le personnage impressionnant, fort, mais qui vous aime. Ça, c'est une des... Et puis ce bleu, quand même, il se passe quelque chose avec le bleu. Je sais pas, ça permet une intensité, je trouve. C'est une des couleurs qui... C'est un bleu... Ouais. Le bleu, oui. Dans laquelle on peut se perdre, je sais pas. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, c'est une couleur importante. Ouais.
C'est évidemment des personnages qui marquent l'enfance quand on découvre ces histoires, surtout quand il y a cette émotion, ce sentiment qui envahit les enfants, celui de la peur, qui est un sentiment assez étonnant. On a Anne-Laure. Anne-Laure, elle a un souvenir de jeunesse, de lecture de jeunesse, qui la terrifie quasiment encore. On va l'écouter. Dans mes souvenirs d'enfance et de bande dessinée et d'illustration pour enfants, c'est vraiment la momie de Raskar Kapak qui m'aura peut-être le plus marqué parce que elle est absolument terrorisante, cette momie. Et en plus, Hergé, quand il nous la présente, il se contente pas de juste nous montrer le mouvement de ce personnage terrible qui jette des sphères de cristal, mais qui, en plus, il la détaille, quoi. Il fait des gros plans où on voit les yeux sans orbite. Enfin, c'est absolument atroce. Et moi, ça m'a donné des cauchemars quand j'étais petite. Et mes enfants auront eu Voldemort dans leur vie. Et moi, j'ai eu la momie de Raskar Kapak. Raskar Kapak dans Les 7 boules de cristal, c'est le 13e album des aventures de Tintin, bien sûr. Cette idée de provoquer des cauchemars chez les plus jeunes, est-ce que ça vous terrifie, vous? Est-ce que ça vous arrête, ça vous stoppe dans le dessin, dans l'écriture, dans le fait de raconter une histoire? Ou alors vous vous dites, il se passera ce qui se passera pour les plus jeunes? Moi, je trouve ça difficile de savoir l'impact que ça peut avoir. Parce que les cauchemars, on peut les faire sur n'importe quoi. Et que c'est peut-être au contraire une façon de catalyser les angoisses sans aller trop loin non plus. Enfin, c'est un débat de toute façon qui existe depuis toujours. Est-ce qu'il y a le phénomène de catharsis qui permet de se défouler avec des choses violentes ou le contraire? Pas de réponse à cette question. Marine Schneider? Alors, je sais pas, mais en tout cas, moi, je trouve que ce jeu sur la peur, c'est quand même très intéressant et aussi assez propre à l'enfance. Par exemple, là, j'ai fini un album qui va sortir chez Pastel, qui s'appelle Presque une histoire de loup, qui joue vraiment sur cette dualité qu'ont les enfants à la fois être très, très attirés par quelque chose et à la fois en être terrorisés. Et par exemple, le loup, pour les petits, ça peut vraiment être ça. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et je pense que, j'espère en tout cas que personne ne va faire des cauchemars terrorisants avec mes albums, parce que j'espère que, encore une fois, il y aura cet accompagnement qui va leur permettre de peut-être poser les bonnes questions et d'être accompagnés et rassurés, quoi. Mais moi, je trouve que c'est quand même une histoire de pouvoir, hein, parce que la peur a toujours été employée par on parlait du Vatican tout à l'heure. Dans le journal. La crainte de l'enfer ou tout ce qui peut vous arriver si on fait du mal, par exemple, ou la crainte des punitions si on n'obéit pas aux règles, etc. C'est un instrument de pouvoir, quand même. Oui. Et je trouve que peut-être la littérature jeunesse, de nos jours, elle est peut-être un peu trop lisse à ce niveau-là. On osait beaucoup plus de choses avant, on pouvait se permettre beaucoup plus de fins un peu cruelles, peut-être qui sont trop cruelles. Oui, mais ça répondait à une société qui était peut-être plus dure, peut-être. Ouais. Mais les fins tout est bien qui finit bien, je pense que c'est pas non plus moi j'aime les fins qui finissent bien. C'est vrai? Ah oui, je trouve ça malhonnête de la part d'un auteur de ne pas faire une fin heureuse, parce que c'est lui qui vous a mis dans la situation d'assister à des événements, etc., et qui vous rend consciemment malheureux à la fin d'une histoire. Non, c'est vrai que si tout le monde meurt à la fin, c'est pas possible. Indigné. Par exemple, l'idée de la mort, et là, dans Éclat et Laquille, le personnage qui meurt, vous auriez jamais raconté l'histoire d'un personnage qui meurt? Non, ça dépend, parce que si c'est inscrit dans l'ADN pas à la fin, de l'histoire. Voilà, c'est ça que j'allais dire. C'est pas gratuit. Dans Éclat et Laquille, la mort, si c'était à la fin, ça aurait été peut-être vraiment traumatisant, alors que là, c'est une première respiration. Enfin, voilà. Oui, là, il y a presque le sujet. Enfin, je veux dire, ça fait partie du... C'est ça. Qu'est-ce qui se passe après, en fait, pour ce petit personnage? C'est ça qui est important. Bon, on va pas dire la fin de votre album, évidemment. On laissera les lecteurs, auditeurs, lectrices le découvrir. Alors, on a posé à notre communauté la question: quelle est l'image qui a le plus marqué votre enfance? On a eu Raskar Kapak d'Anne-Laure. On a Hélène qui nous propose Mimi Cracra. Eh bien oui, pourquoi pas. Pamolico qui nous dit la couverture de L'ami du petit tyrannosaure de Florence Sévos et d'Anaïs Vauglag. Et puis, on a aussi Noémie qui nous parle d'Ernest et Célestine. Alors, on va écouter Noémie. Dans le salon, habituellement si épuré,
trône l'immense sapin vert. Dessus, il n'y a pas de boules puisque ce sont des peluches et des poupées qui attendent d'être choisies et choyées par les souriceaux du village qu'a invité Ernest. Ce soir, c'est la fête, c'est Noël. Et Ernestine, qui était si malheureuse à la page précédente, peut à nouveau s'occuper de son pingouin Siméon, qu'Ernest lui a refait à l'identique suite à sa perte dans la neige. Et puis il y a Elsa qui nous parle d'Olaf et Marjorie de Grégoire Solotareff, qui est votre frère. Nadja, ce livre est fabuleux, nous dit Elsa. Vous avez ensuite évolué aussi dans votre façon de raconter les histoires, avec des livres qui sont plus petits, des livres un peu humoristiques. Vous disiez en décalage aussi avec peut-être ce que des enfants imaginent. Comment on fait pour se renouveler aussi dans ce type, dans cet exercice? Vous voulez dire pour les livres humoristiques? Oui. C'est une espèce de dialogue avec Grégoire, qui, étant mon frère, est assez proche de moi. Et c'est comme si on continuait à jouer, quoi. Et donc, c'est une question d'envoi et de réponse. Il m'envoie des textes et je réponds avec des images. Et on doit tous les deux se faire marrer. Donc c'est assez stimulant. Blanche-Neige et Grise Pluie. Oui, j'adore ces titres. Ça vous a fait marrer avec votre frère? Oui. Parlons de la technique pour terminer. Comment vous dessinez, comment vous créez? Ce qui est très beau dans ces grands ouvrages aussi, c'est le choix du papier, de la texture, des couleurs. Marine Schneider, comment vous faites? Vous avez une technique très particulière, c'est-à-dire que une fois que vous commencez une planche, vous vous arrêtez plus, vous revenez plus en arrière, vous la déchirez pas? Comment ça fonctionne? Non, c'est vrai. Et ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire quand mon fils était vraiment tout petit et j'avais juste la nuit pour travailler. Et du coup, je pouvais pas me permettre de chaque fois recommencer. Et en fait, j'ai découvert un vrai plaisir à créer mes images couche par couche, en fait. Donc, je commence par le fond, par exemple au pastel. Je remplis le papier et puis je vais peindre par-dessus avec de l'acrylique. Et puis, je vais venir rajouter des éléments à l'aquarelle. Et puis, je vais peut-être, entre guillemets, gommer mon pastel en rajoutant de la peinture blanche qui rappelle le papier. Et je vais créer comme ça des couches. Et le plus dur, c'est de savoir s'arrêter, parce que parfois, je vais trop loin et j'essaie de revenir, mais voilà, je perds un peu la sensibilité. Mais oui, c'est chouette, en fait, de me dire, presque comme un peintre, en fait, de parfois passer plusieurs jours, voire une semaine sur la même planche et de revenir prendre quelques pas de côté, de recul, revenir dessus, et de mélanger toutes les techniques aussi, parce que j'ai un grand plaisir de la texture, aussi de la couleur. J'allais vous faire une confidence, je me suis vu en train pendant la lecture, de caresser les pages pour savoir s'il y avait ou pas du vrai relief, parce qu'on voit le relief de ces volcans islandais dans votre livre, et c'est vrai que c'est très agréable, et on rentre encore plus, j'ai envie de dire, dans ce voyage que vous nous proposez. Nadja, votre technique, il y a peut-être un point commun, c'est l'aquarelle qui est aussi proche entre vos deux moi, c'est plutôt de la gouache. Et récemment, c'était amusant et agréable. J'ai repris des images de chiens bleus, d'autres images, pour préparer une exposition là qui est ces jours-ci. Et le fait de reprendre la même technique et de me retrouver avec les mêmes personnages m'a fait très plaisir, parce que c'est une façon de leur donner vie à nouveau. Et c'est l'histoire qui se poursuit. Évidemment, merci beaucoup Nadja d'être venue dans le Book Club. Je rappelle que votre best-seller, on peut le dire, Chien bleu, est toujours disponible à l'École des loisirs et qu'il vient d'être adapté en jeu à partir de 4 ans chez Playback. On replonge dans votre univers et on va retrouver les autres références de vos livres sur la page du Book Club sur franceculture.fr. Merci Marine Schneider d'être venue jusqu'à nous depuis Bruxelles. Éclat et Lucky, disponible chez Albin Michel Jeunesse, voilà, qui a reçu, on le rappelle, la Pépite d'or. C'était au salon du livre jeunesse à Montreuil en 2022. Merci à toutes les deux. Merci. Et restez encore un instant avec nous, puisque dans un instant on découvrira l'épilogue du Book Club. Mais à 13h24 sur France Culture, voici Charles Danzig, Les Quadritèmes.